Bonjour à toutes et à tous. Je vois que le frelon fait venir du monde, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est une préoccupation forte depuis plusieurs années, et cette année, elle est plus forte que d'habitude encore. Donc, on va faire un petit débat, enfin un petit grand, j'espère. Vous avez 4 personnes qui ont œuvré sur le frelon asiatique. Attendez, oui, je ne me suis pas présenté d'abord, peut-être. Gilles Lagneau, ancien président de l'UNAF. J'ai beaucoup suivi et référent, disons, au niveau de l'UNAF sur le frelon asiatique. Donc j'ai ma petite idée là-dessus. Demain soir, je ferai une conférence sur le sujet. Mais là, aujourd'hui, la parole n'est pas à moi. La parole est aux chercheurs. 4 chercheurs ou acteurs de terrain qui ont œuvré à leur manière sur la problématique du frelon. Chacun, en une dizaine de minutes, va vous présenter comment il voit la chose, qu'est-ce qu'il pense bon de faire ou pas faire, etc. Après, je leur ai demandé de faire en pas plus de 10 minutes pour bien faire. C'est surtout pour vous donner la parole. Il faut que ce soit un débat dans le respect des personnes aussi. On peut ne pas être d'accord, mais pour autant, on se respecte. J'y tiens beaucoup. Donc voilà. Et vous allez avoir la parole, posez les questions, et on verra. Le plus à même de répondre vous répondra, etc. Voilà. La salle est pleine et tout. C'est super. Donc là, on est au pays, dans le département, et puis dans la région un peu plus grande où il y a énormément de frelons. Donc tous ceux qui sont du coin, ils le voient tous. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de nouvelles pistes de lutte. Alors l'exercice qui nous a été demandé aux 5 personnes qui sont là, c'est chacun de présenter un petit peu des flashs sur ce qu'il fait, de ne pas tout raconter évidemment, donc on fait plein de choses. Moi, je suis dans un laboratoire de recherche INRA à Bordeaux, on travaille sur le frelon depuis son entrée en France. Donc on va parler de ce qui s'est passé un peu depuis son entrée en France, et je vais surtout mettre le focus sur deux méthodes de lutte sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, qui sont un petit peu nouvelles quand même, pas tout à fait nouvelles. Et puis on va parler aussi d'un projet de recherche, j'en parle tout de suite, comme ça sera évacué. On travaille beaucoup sur la capacité qu'ont les frelons à accumuler les pesticides quand ils prédatent les abeilles. Donc j'ai une postdoctorante là-dessus, et on avance bien. On commence à sortir les premières publications qui montrent une chose, c'est qu'à peu près dans toutes les zones où les abeilles sont contaminées, les frelons qui sont autour, ils sont eux aussi contaminés. Et comme il y a quand même pas mal de choses qui ont été étudiées sur le cerveau du frelon, demain vous aurez des exposés sur le cerveau de l'abeille qui montrent que dès qu'on a des doses sublétales, donc qui ne tuent pas les insectes, mais qui commencent à ficher en l'air un petit peu tous les réseaux synaptiques qu'ils ont dans le cerveau, donc ils perdent l'apprentissage, les capacités à s'orienter en vol, etc., etc. Et on voit ça sur le frelon. Donc moi, ça fait partie de mes espoirs que je pense que les frelons, dans pas très longtemps, ils commenceront à être touchés justement par la bioaccumulation d'un certain nombre de pesticides. Et nous, en particulier dans la région Aquitaine, on trouve pratiquement dans 80% des dits qu'on détecte des frelons qui sont maintenant contaminés. Voilà, je boucle cette parenthèse. Voilà, nouvelle piste de lutte. Un petit flashback, donc vous vous souvenez tous, le frelon il entre à côté d'Agen, c'est l'homme qui le fait rentrer via des gros bateaux, importation de matériel de Chine. On a cru que c'était Monza, ça m'étonnerait, mais enfin bon, en tout cas c'est dans le coin, c'est rentré à Villeneuve-sur-Lot. Et le joli travail au CNRS de Gif fait par Marie-Angela Arca, qui a fait sa thèse là-dessus, elle a montré que c'était une femelle fécondée par 4-8 mâles. Donc je vous laisse calculer le taux d'expansion. Une femelle qui rentre en 2014, probablement 2014, peut-être 2013 d'ailleurs, mais en tout cas 2014 on est sûr. Et on en est maintenant à probablement quelques centaines de milliers de nids, peut-être le million sur le territoire français. De toute façon, on ne sait pas les compter puisqu'il y a beaucoup de zones qui ne sont pas explorées. Je fais un flashback pour présenter un bouquin d'un remarquable chercheur qui s'appelle Sprague-Berry en Nouvelle-Zélande, 1973. C'est selon moi celui qui a tout dit sur les frelons et sur les guêpes invasives. Donc un bouquin d'ailleurs qu'on trouve sur Internet qui s'appelle WAPS. Et lui, il dit « Ne laissez jamais rentrer une seule femelle fécondée sur un territoire ». Donc il avait raison, et on aurait dû se méfier un peu plus en 2004 quand le frelon est entré et qu'il a été observé pour la première fois. Et là, je fais remarquer quand même que durant les 10 premières années, et on pourra en parler dans les questions ensuite, rien n'a été fait ou pratiquement rien. Donc il y a eu la période où il faut laisser faire, il faut étudier, on verra bien ce qui se passe, alors qu'on savait très bien ce qui se passerait. Alors le cycle du frelon, on reviendra sur cette diapo si certains ont des questions. Je voulais juste mettre le focus sur cette zone-là, si j'arrive à trouver le pointeur qu'on ne voit pas trop bien. C'est que quand on est à partir du mois de juillet, mi-juillet, alors ça dépend des années. Cette année, c'était plus tard à cause de la canicule. Ça dépend aussi des régions. Mais globalement, là où vous avez la flèche rouge, d'un seul coup, vous avez les colonies de frelons qui se mettent à prédater les abeilles et attaquer les ruches, qu'il ne faut pratiquement pas avoir. Donc la question, c'est pourquoi ?
Et en tout cas, là, ce que je vais vous présenter, avec des pièges sur lesquels on travaille actuellement, c'est que si on arrive à capturer les frelons dans cette zone-là, c'est donc les chasseuses qui vont alimenter le nid. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est pourquoi elles alimentent le nid, c'est pour fabriquer, sur cette période-là, les reproducteurs de l'année suivante. C'est-à-dire les fondatrices qui vont passer l'hiver et les mâles qui vont les féconder. Donc c'est vraiment la phase de construction de la reproduction dans le cycle du frelon. Donc je fais partie de ces gens qui pensent que c'est à cet endroit-là qu'il faut lutter. Alors, et ça c'est une question scientifique qui, je suis d'ailleurs étonné que personne ne travaille là-dessus, cette mesure est pour que vous ne travailliez pas là-dessus, on ne peut pas tout faire non plus, mais on va s'y mettre un jour probablement. Pourquoi à ce moment de cycle, les frelons se mettent-ils à attaquer une ressource qui est les ruches et qui est une ressource très dangereuse? Parce que les abeilles peuvent tuer les frelons. Donc c'est-à-dire le prédateur, il décide d'attaquer une proie qui est dangereuse, alors qu'il pourrait très bien se contenter de proies qui ne sont pas dangereuses et de nourriture comme le saumon, les crevettes, etc., qui sont assez faciles à trouver. Les poissons frais en Bretagne, ils peuvent très bien vivre avec. Les harpes électriques, ce n'est pas nous qui le développons, c'est déjà utilisé depuis quelques années, mais nous maintenant on le met systématiquement devant nos ruches à cette période de l'année, et des recherches sur les champignons qui tuent les insectes, champignons entomopathogènes. Voilà, juste pour rappeler que les pièges, à la limite, on peut attirer des frelons avec tout ce qu'on veut, et tout marche. Alors, il y en a qui doivent me fusiller dans l'assistance en disant ouais, qu'est-ce qu'il raconte là? Donc tout marche. Ouais. Donc ça dépend si vous piégez des fondatrices, ça dépend si vous piégez des ouvrières, donc il y a des variantes. Rappel, les frelons, vous savez tous, les adultes, ils mangent des sucres, donc les fruits, le sucre, le miel, etc., pour eux-mêmes. Et par contre, ils nourrissent des larves qui sont exclusivement carnivores. Donc c'est pour ça qu'ils ont un régime alimentaire qui est mixte, et c'est pour ça qu'on peut les capturer avec de la viande, des crevettes, du poisson, etc., etc. Mon collègue et ami Denis Jaffray me disait compétition entre fondatrices, tu y crois? Oh, c'est pas des histoires de croyances. Donc nous maintenant, les fondatrices, on travaille beaucoup sur les fondatrices, on en capture beaucoup dans la région où je suis. Donc là, vous voyez des fondatrices dans une bouteille de badois. Il faut qu'elles soient aérées, sinon tout le monde meurt dans les 10 minutes. Mais si elles ont accès à l'oxygène et si elles sont bien ventilées, des fondatrices dans une bouteille de badois, si vous leur donnez à manger, vous pouvez les laisser une semaine comme ça, et vous aurez 100% qui vont sortir vivantes. Donc moi, la compétition entre fondatrices, j'y ai jamais cru. Je crois que c'est une vision de l'esprit qui a été véhiculée très tôt sur les frelons. Et pour ce qui me concerne, moi, c'est toujours une vision de l'esprit. Voilà. Alors, tout pour vous dire que des pièges, ça fonctionne bien. Ça, c'est rigolo, c'est les pièges qu'ils utilisent à Majorque. Donc, c'est des sardines qui sont suspendues dans les arbres. Marco, tu l'as vu, ça, on l'a visité ensemble. C'est redoutable. Alors, vous mettez une sardine, une demi-heure après, il n'y a plus que les arêtes. Et les boyaux, parce qu'ils ne touchent pas aux boyaux ni aux yeux. Voilà. Ça, c'est les pièges qu'on a développés à l'INRA. Vous allez me dire, celui-là, il se la joue. Je vous garantis que ça, c'est ce qu'on capturait en une journée dans des ruchers qui étaient bien attaqués. Avec des attractifs, on pourra en discuter tout à l'heure, mais du style de ce que j'ai montré avant. Et il y a plein de choses qui marchent. Compétition entre fondatrices, toi, j'avais mis des diapos, donc on reprend la photo. Donc ça, c'est assez habituel. Je veux dire, nous, au Pays Basque, en Aquitaine, on trouve des nids primaires qui sont quoi ça, c'est 10 cm l'échelle. Donc, vous voyez, sur 2 mètres, là, vous avez 4 nids de frelons. Et on revient après, on va les trouver qui sont en bon état, s'ils ont assez à manger. Et si les fondatrices ne sont pas obligées de se battre pour la nourriture. C'est-à-dire si elles peuvent alimenter correctement leur nid. Voilà, ce qu'on a montré, c'est que, alors évidemment, on connaît tous, c'est pas des histoires, les zones où on peut monter à 12, 16, j'ai vu jusqu'à 20 nids au kilomètre carré. Donc, je vous laisse voir ce que représente un kilomètre carré, c'est quand même pas beaucoup. Donc là, ça fait des densités de population de nids qui sont absolument énormes et où il n'y a toujours pas de compétition entre ces colonies. Voilà. Et ce qu'on a observé avec ma doctorante, alors ça c'est dur et c'est un petit peu du hasard, c'est des fondatrices qu'on a trouvées groupées dans des sites d'hibernation. On pourra en discuter ultérieurement. Alors, destruction-récupération des nids, je vous passe les images, vous connaissez. Nous, les nids, on les récupère, voilà, pour les ramener au labo, pour travailler avec. Sinon, les destructions classiques, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis ça, c'est mes copains de l'association de Bouliac, une association payée, financée par la municipalité pour détruire les nids, et qui a des résultats redoutablement efficaces. Et vous voyez, là, ensuite, on collecte les galettes de nids, etc., etc. Alors, champignons entomopathogènes, ça va être très court. Il y a 4 ans, avec Juliette, qui était doctorante à Bordeaux, on identifie des champignons entomopathogènes sur une fondatrice qui nous a d'ailleurs été gentiment envoyée par Denis Jaffray dans la salle. Tu ne savais pas qu'elle était contaminée. Mais voilà, donc ça démarre de là. Et ensuite, donc, comme on travaille sur les champignons entomopathogènes au labo,
c'est des mycoses, hein, c'est l'équivalent de nos mycoses. On travaille là-dessus sur la vigne, donc on a essayé de contaminer des frelons et ça a tout de suite donné des résultats assez redoutables. On voit que ces champignons, vous tuez un frelon en 5 jours. Et donc ça, c'est Mathilde Lacombrade qui fait sa thèse à Toulouse, avec moi et avec Mathieu Lieureau. On travaille justement là-dessus et sur les doses sublétales de ces champignons. Et qu'est-ce qu'on commence à voir? C'est que dès qu'on affecte un frelon, 24 heures après, il commence à ne plus être capable d'apprendre les couleurs, les odeurs, et il commence à plus bien s'orienter dans les dispositifs qu'on lui propose. Donc on est content avec ça. Donc la thèse n'est pas terminée, et on verra bien les résultats que ça a donné et les applications possibles. Voilà, comme je vous disais, on tue des frelons, dose létale, où on tue 50% de la population en moyenne en 5 jours, 8 jours. Alors 5,8 jours, ça dépend des souches qu'on utilise. Alors, je voulais poser la question, pourquoi piéger autour des ruches en fin d'été? Parce que c'est toujours le débat, quand est-ce qu'il faut piéger, printemps, l'automne, l'été. Donc nous, là, en ce moment, on est sur le piégeage autour des ruches pour vraiment protéger les ruches, c'est-à-dire pour alléger la pression. On s'aperçoit maintenant depuis 2 années que les ruches sur lesquelles, du moins nous, dans les fortes zones de présence de frelons, vous allez voir les densités de population qu'on a, si on n'allège pas la pression sur les ruches, ça ne passe pas l'hiver. Maintenant qu'on est capable d'alléger la pression sur les ruches, on a des ruches qui sont en bien meilleure santé. Et ça se passe beaucoup mieux. Donc on a moins de pertes de colonies. Alors, donc réduire la pression de prédation. Et le deuxième objectif, c'est couper l'alimentation du nid dans cette période, je vous disais, qui est critique et qui va conditionner l'année suivante, la période de fabrication des larves qui vont être les reproducteurs. Voilà. Et si on commence tôt, donc on aura des reproducteurs qui sont moins nombreux. Et qu'est-ce qu'on commence à avoir aussi? Des reproducteurs qui sont plus petits et donc qui seront moins féconds. C'est-à-dire qu'ils donneront une descendance plus faible. Alors, le deuxième truc qui me tient à cœur, j'ai jamais été partisan du piégeage avec des appâts, ni contre les frelons, ni en agriculture. Je travaille depuis longtemps en agriculture, en vignoble et tout, c'est pas possible. Si on capture beaucoup, on a des effets indésirables énormes sur la biodiversité. Et les deux seront toujours liés, on ne pourra jamais solutionner le problème, sauf avec les pièges spécifiques, et on n'en connaît pas, et même les pièges spécifiques qui sont les pièges de phéromones à papillons, réputés spécifiques, même ça, si on regarde de près, et si on charge la quantité d'attractifs, c'est-à-dire de phéromones dans le piège, et ben là, on se met à capturer d'autres espèces. Alors on ne comprend plus, on se dit, mais donc là, pour la biodiversité, ça ne passera jamais. Et les résultats de capture sont Denis. Très faibles. Ok. Hey, Denis. Ouais. T'as mangé tes 10 minutes depuis longtemps. Bon. Si tes collègues font autant, il n'y aura plus de débat. Je vais juste vous montrer donc, les harpes, parce que voilà. Alors écoutez, on fonctionne comme ça c'est des harpes électriques, ça c'est des captures une demi-journée, vous voyez dans les bacs qui sont placés, les harpes sont placées devant les ruches comme ça. Voilà, je ne vous dis pas, quoi, il y a 80 dans celle du haut, en une demi-journée. Hein. Donc vous voyez un insecte qui est capturé, c'est un crabeau, ça marche aussi sur les crabreaux, mais moins il y aura de crabreaux, moins on se portera, selon moi. Vous voyez, je laisse au Provo, hein. Mais on peut en discuter après. En tout cas, je voulais montrer les résultats, parce que ce qui est intéressant, c'est la spécificité. Donc ça, c'est une manip qu'on a fait avec la stagiaire espagnole pendant 12 jours, où on a quand même capturé, alors je ne sais plus où, 2870 Vespa velutina avec 4 pièges. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était la spécificité. C'est-à-dire 83% du total d'insectes capturés, c'est des velutina. Il y a quelques crabreaux. Il y a des abeilles. Alors les abeilles, c'est ça qui fait chuter le pourcentage de capture. Et pourquoi il y a des abeilles? Parce qu'on a des bacs à eau et que les abeilles sortent, elles viennent boire. Les abeilles ne se font pas électrocuter par les pièges. Donc ça, c'est des pièges passifs. Donc c'est normal que la biodiversité, que les papillons, ils n'aillent pas vers ces pièges, ils n'ont rien à y faire. Par contre, si on fait des pièges avec des appâts alimentaires, il y aura toujours des papillons, des mouches, etc., des chrysopes. C'est insoluble. Vous voyez, ça c'est ce qu'on capture. Et ça va être la dernière diapo. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en plus, ça permet de faire des études assez sympas. Vous voyez, quand on a un set de capture d'une demi-journée, vous voyez que c'est toutes des ouvrières. Hein. Les fondatrices ne viennent jamais devant les ruches, ou très rarement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des différences de taille qui sont absolument énormes. Donc des petits frelons, des gros frelons. Alors c'est pas rigolo, c'est triste, mais les gros frelons, ils repartent avec les abeilles entières, avec les petits, ils ont tendance à les découper. Voilà. Ce qui est normal, hein, ils sont moins costauds. Voilà. Bonsoir à tout le monde. J'ai 10 minutes et je dois aller vite. Je vais présenter ce que nous avons fait en Italie dans les années passées. Nous avons travaillé surtout avec un projet qui est un projet financé par l'Europe, un projet LIFE, et nous avons travaillé surtout dans la région de Ligurie, dans laquelle il y avait le problème plus important.
Actuellement, il y a aussi une présence en Toscanie. C'est un nouveau foyer qui a commencé 2 ans avant. Et là, on tente de continuer à limiter la présence de Vespa velutina. Le projet a été développé avec l'Université de Turin, l'Université Polytechnique et l'association Aspromiele e l'abbazia dei Padri Benedettini di Finale Ligure. Nous avons travaillé surtout pour mettre en place des instruments de bonne pratique, un réseau de monitorage, la mise au point d'un radar entomologique parce que nous avons vu qu'il est difficile de trouver les colonies de frelons asiatiques qui sont cachées dans les arbres. Et nous avons mis au point une Vespa Emergency Team, une équipe qui devait intervenir rapidement et pour donner une réponse rapide sur les problèmes et aussi d'évaluer l'impact de l'insecte dans les endroits où il était présent. Alors nous avons mis au point un réseau de surveillance qui était collégué avec nous et pour utiliser une organisation de stratégie de neutralisation rapide. Nous avons neutralisé 2205 nids de Vespa velutina et l'activité que nous avons faite dans les 4 années de travail, il a permis d'être très, très efficace et d'avoir une intervention qui a été faite surtout pour les équipes du projet et pour les équipes de défense du territoire qui étaient dans les différents endroits. Et pour l'efficacité du projet, nous avons obtenu que la plupart des nids ils sont trouvés dans les mois de juillet-août, mais aussi dans le septembre-novembre, mais une petite part des nids, ils ont été trouvés aussi à fin de saison. Et quand on ne trouve pas les nids dans la saison de reproduction des femmes qui sont après les reines, qui peuvent continuer à développer dans la saison suivante, nous n'avons pas obtenu le succès du 100%. Le travail du projet a permis de réduire la vitesse d'expansion de Vespa velutina et quand nous avons commencé, la vitesse de développement il était presque de 20 km par an. Quand nous avons terminé le projet, la vitesse de développement il était réduite à peu près 2 km. Et ça dépend surtout de l'organisation pour la détection et la destruction des nids. Et on peut le faire si au niveau de la région, il y a des équipes qui travaillent ensemble et on doit avoir aussi une coordination très efficace. Nous avons aussi évalué s'il y avait un impact sur le développement des présences des frelons asiatiques dans les ondas de la Ligurie avec la capture des reines au printemps. Nous avons fait une activité scientifique de vérification et nous avons vérifié que dans les endroits, nous avons choisi 2 endroits qui étaient presque les mêmes pour les caractéristiques générales. Nous avons obtenu le résultat que dans l'endroit dans lequel on avait fait la capture printanière des reines de Vespa velutina, les colonies d'abeilles ils se sont développées mieux que les autres
la ligne rouge, qui était dans l'endroit dans lequel la pression de prédation de Vespa velutina, il est resté très fort. Pour retrouver le nid qui était caché dans les arbres, avec les collègues de l'Université polytechnique de Turin, nous avons mis au point un radar entomologique qui a permis de tracer le vol du frelon sur lequel il était fixé un tag. Le radar peut envoyer il va envoyer un signal qui est, quand arrive sur le tag qui est collé sur le frelon, il envoie à une fréquence qui est double au radar et on peut tracer le vol du frelon jusqu'à le nid. Ici, on peut voir le tag qui il est collé sur le frelon. Le tag il est collé avec un glue qui est utilisé par les dentistes. Et quand le frelon il est libéré, il peut retourner en vol vers le nid et le radar il peut le tracer. Il ne marche plus. Ça, c'est des images qui montrent l'activité. Le frelon, il peut continuer à voler tranquillement. Il va continuer à faire la capture des frelons. Il se pose près de la ruche pour couper toutes les parts de l'insecte qui n'ont pas d'intérêt alimentaire. Et après, il va retourner au nid. Et le nid, il est retrouvé en observant les traces qui ils sont faites pour le vol. Ici, il y avait un breve film, mais il ne marche pas. On peut aller avant. Il y a une autre image qui montre pourquoi il ne marche plus. Ah, c'est ici. On peut voir ici les différentes pistes qui sont enregistrées sur l'ordinateur. Et quand on travaille dans un endroit qui est très compliqué pour la présence des bâtiments, qu'il y a des forêts, on va déplacer le radar jusqu'à retrouver le nid. En ce cas, qui était dans un endroit d'un nouveau foyer, on a utilisé en 3 jours 14 frelons. On a enregistré 46 pistes pour une longueur totale de 4,9 km. La distance de nid par rapport à rucher, il était de 1448 mètres. Et le nid, il était placé en haut sur les arbres. Il était très difficile à le trouver. Et l'équipe qui était dans l'endroit pour l'identifier, il disait non, ici, il n'y a pas de nid de frelons. Mais les pistes indiquaient exactement la position du nid. La position, il était exactement celle-là. Et à la fin, on a pu le voir qui était à plus de 15 mètres d'auteur sur le sol. Un autre exemple, il a marché trop vite cette fois. Un autre exemple, c'est ici, c'est dans la commune d'Amelia,
la province de La Spezia. On a enregistré 57 pistes pour une longueur de 4,6 km et la distance de nid c'était de 786 mètres. Et on a eu besoin de déplacer le radar, mais il n'y avait pas d'autre possibilité de trouver le nid sans le radar. Et le nid, il était aussi à eau, bien caché dans les arbres. Et l'activité du projet LIFE, il a permis aussi de la mise au point du plan de gestion national pour Vespa Velotina en Italie, en indiquant toutes les choses qui sont nécessaires à partir de la biologie et la distribution en Italie, les impacts, la législation, la surveillance, les techniques d'intervention pour définir les détections et destructions des nids, les méthodes d'aide à la détection des nids, des informations sur la capture des reines fondatrices quand l'éradication se peut indiquer comme possible. Et aussi d'indiquer des objectifs au niveau régional différenciés en fonction de la distribution de Vespa velutina et de risque d'invasion, qui doit être différencié pour les endroits dans lesquels la Vespa velutina il est déjà présent ou dans lesquels il est possible, avec des différents niveaux de probabilité, que la Vespa velutina, le frelon asiatique, il peut arriver. C'est un problème surtout que nous avons évidencié de travailler ensemble parce que tous les acteurs du chapitre de l'apiculture, ils doivent travailler ensemble pour obtenir des résultats. Et il faut aussi se demander si il sera possible de travailler au niveau européen pour obtenir ces résultats. Merci de l'attention. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Éric Darouzé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Tours. Et je vais vous parler de certains aspects qu'on mène à l'heure actuelle en termes de recherche au sein de mon laboratoire, qui est une UMR CNRS. Ça marche pas. Ah, ça y est. Alors, on a des travaux sur deux aspects, des aspects qui sont des questions de recherche fondamentale, c'est-à-dire de mieux connaître le monde des vespidés, des guêpes et des frelons. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et on a un deuxième aspect qui est sur la lutte. Donc on a travaillé sur différentes questions. Tout d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, vers 2015, on avait parlé d'une plante carnivore qui pouvait être un outil de lutte intéressant. Donc on avait travaillé en collaboration avec le Jardin des plantes de Nantes sur cette question. Malheureusement, on a clos un peu la question en 2018 parce qu'on avait démontré que ça ne marchait pas. On a travaillé également sur des répulsifs, c'est-à-dire qu'on avait des molécules candidates qui étaient efficaces au laboratoire, qui pouvaient repousser les frelons. Donc on les a testés, comme vous avez un exemple sur la photo ici, on les a testés sur des ruchers. Donc ça a marché une première année, après ça n'a pas marché. Donc c'est une question qu'on a mise un peu en stand-by à l'heure actuelle, qu'on va reprendre incessamment avec de nouvelles molécules candidates. Donc ça, je ne vous en parlerai pas. On a le projet Thermofrelon qui va sur sa fin là à l'heure actuelle. Donc là, c'est un peu différent. Là, l'idée, c'est de détruire les colonies sans utiliser de pesticides. Donc c'est pour les entreprises 3D, pour les professionnels de désinsectisation. Donc en fait, c'est une technologie par la chaleur. On utilise de la vapeur. Donc là, c'est un dispositif. On avait montré l'efficacité en 2020, ce qu'on avait publié. Et là, on a un prototype qui semble être efficace, qu'on est en train de valider avec une entreprise pour que le dispositif soit mis à disposition aux professionnels. J'aimerais l'année prochaine, mais au pire dans les 2 ans, je pense. Ensuite, on travaille depuis plusieurs années, je pense que vous me connaissez pour ça, sur le piégeage des ouvrières, enfin des frelons. Donc là, on a travaillé avec différents types d'appâts. À l'heure actuelle, on est en train de développer un appât phéromonal à base de la phéromone d'alarme du frelon. Ça semble intéressant, mais je ne peux pas vous en parler parce que c'est encore en cours de développement. Mais si tout va bien, ça devrait se décanter très prochainement. Et aujourd'hui, ce que je vais vous parler, parce qu'on m'avait demandé de parler de ça, c'est du piégeage sexuel. Donc ça, c'est une autre phéromone qui n'attire pas les ouvrières, bien évidemment, qui va plutôt attirer les mâles. Et l'idée, c'est de lutter contre l'espèce.
Oh là, j'ai pas de chance avec le passeur de diapo. Ouais, non. Bon, donc, je ne vous parlerai pas de ça. Alors, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir si je peux après. Donc, je vais vous parler du piégeage sexuel. Alors, l'idée du piège, c'est d'utiliser comme appât la phéromone sexuelle qui est émise par les gynes, c'est-à-dire les reproductrices, qui va servir à attirer les mâles pour la copulation. Donc, l'idée que l'on a, c'est d'utiliser cette phéromone sexuelle comme appât dans un piège, quel que soit le piège d'ailleurs, d'attirer les mâles, de les capturer. Et la conséquence, c'est d'essayer de réduire dans l'environnement le nombre de mâles disponibles. Et s'il y a moins de mâles disponibles, les gynes, les reproductrices, les futures reines, si vous préférez, vont avoir peut-être plus de difficultés à trouver un voire plusieurs mâles pour se reproduire. Si les femelles sont mâles ou pas accouplées, donc elles n'ont pas accumulé des spermatozoïdes, théoriquement, on devrait avoir moins de colonies l'année suivante. Deuxième aspect, c'est que si on diminue la population de mâles et que les femelles n'ont pas trop le choix et qu'elles vont s'accoupler avec des frères, donc des mâles issus de leur propre colonie, eh bien on va stimuler un phénomène qu'on a mis en évidence en 2015, qui est un phénomène de dépression de consanguinité, c'est-à-dire que les femelles vont produire des mâles diploïdes dans la génération de leur descendance. Et derrière, si ces mâles diploïdes s'accouplent l'année suivante avec des femelles, on a une descendance stérile. Et la conséquence, si on joue avec ces deux aspects-là, on devrait diminuer au cours du temps la quantité de colonies dans l'année. Alors, sur cette phéromone sexuelle, on a identifié à l'heure actuelle 3 molécules. Donc, il y avait 2 molécules majeures qui avaient été identifiées il y a quelques années, qui ont été publiées par 2 équipes. Et en 2022, donc là c'était en février dernier, avec une étudiante chinoise qui a fini sa thèse dans mon équipe, on a mieux clarifié la composition de la phéromone sexuelle. Et en fait, elle est constituée de 3 molécules. Donc c'est 2 majeures qui étaient connues et une 3e qui était à un niveau légèrement inférieur. Et ensuite, ce qu'on a fait, on a regardé, on a commencé à faire ces manips en Chine, sur les frelons là-bas, dans ce pays-là. On a regardé, en faisant des ratios entre ces 2 molécules majeures ou avec les 3 molécules, qu'est-ce qui attirait le mieux les frelons, donc les mâles. Donc on a trouvé un ratio ici, 2,4,1, sur ces 3 molécules-là, qui semble être beaucoup plus efficace que les autres ratios. Donc ensuite, on a testé ce ratio. Si j'arrive à passer la diapo. Ah, ça y est. Non. Ouais. Donc on a testé ensuite ce ratio chez 2 sous-espèces de Vespa velutina en Chine, parce que l'équipe avec qui je collabore là-bas travaille principalement avec Vespa velutina auraria, qui est une sous-espèce. Donc on a validé ce mélange sur ce Vespa velutina auraria, ici. On a testé également sur Vespa velutina nigritorax, la population native en Chine. Donc on a validé ce ratio de 3 molécules. Et l'étudiante ensuite a testé cette molécule en France, donc aux alentours de Tours, donc sur la population invasive de Vespa velutina nigritorax, et on a eu aussi un effet d'attraction. Alors, on a une attraction beaucoup moindre en nombre de captures en France par rapport à la Chine, c'est qu'il y a une différence majeure sur les 2 populations, et ça je ne sais pas trop l'expliquer, c'est qu'en Chine, les mâles s'accumulent en agrégats dans les arbres, et en fait, mes collègues chinois positionnaient les pièges devant ces arbres, donc ils voyaient sous leurs yeux un tas de mâles, et ensuite ils attiraient les mâles, ils les comptaient. Alors qu'en France, moi, je n'ai jamais observé ces agrégats. Alors ce qu'on a fait, nous, on a positionné les pièges sur le campus universitaire, on ne voyait pas de frelons, et au bout de quelques minutes, on voyait les frelons arriver. Donc on a validé le piège de cette manière-là. Oh. J'ai pas fini, attendez. Vas-y. Je crois que j'ai pas de chance aujourd'hui avec le passeur. Il y a du sabotage. Alors, conclusion. Alors, je vous ai parlé que de ce piégeage sexuel, dans lequel je mets un peu d'espoir. Donc, on a bien identifié la phéromone, on a fait les tests, que ce soit en Chine ou en France, et on a démontré que oui, ça marche, ça attire les mâles. Donc, ce qu'on a commencé à faire à l'heure actuelle avec un partenariat industriel, on a formulé l'appât, parce qu'avant c'était du bricolage de chercheurs. On mettait l'appât dans un solvant organique, et on mettait ça un peu à l'arrache dehors. Donc on essaye de faire ça un peu mieux maintenant, de manière un peu plus professionnelle, et beaucoup plus facile à manipuler, je dirais, pour vous, si vous êtes les futurs clients de l'entreprise. Donc on a commencé les tests terrain avec l'appât formulé.
Donc on commence à avoir quelques résultats. Donc là, l'idée, c'est de capturer ces mâles. Et normalement, on va continuer les tests, parce qu'il faut vraiment avoir des tests sérieux. On teste différentes formules pour diffuser les phéromones. Donc on va tester ça encore l'année prochaine, et j'espère que dans les 2 ans, ça sera un dispositif de lutte contre l'espèce qui sera mis à disposition. Donc je vous remercie pour votre attention. Là, je remercie tous mes financeurs, qui sont des organismes qui ont financé l'une ou l'autre des études que je vous ai montrées très brièvement. Et vous en doutez, je ne suis pas tout seul pour bosser, surtout que je suis enseignant-chercheur, donc je ne peux pas être tout le temps sur le terrain, malheureusement, même si ça m'amuse beaucoup. En fait, je remercie beaucoup de jeunes que j'ai la chance d'avoir dans mon équipe et qui évoluent au cours du temps, et ce sont eux qui font le boulot pour moi. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, je suis apiculteur amateur dans le Morbihan, propriétaire de 6 ruches et président de l'association brecoise de sauvegarde des abeilles et autres pollinisateurs, en résumé l'APSAP. Donc, je vais vous présenter notre expérience et notre action dans la commune de Brec, dans le Morbihan, pour lutter contre le frelon asiatique qui s'inscrit dans le plan de lutte départementale mise en place à l'initiative de l'Association des maires du Morbihan. Et de nombreux acteurs ont joué un rôle déterminant pour la mise en place de ce plan, dont Gilles Lagneau, donc, est présent, et Joël Labbé, sénateur du Morbihan. Notre association... Il faut le remettre. D'accord. Oh là, j'appuie trop fort. On a un petit problème avec... Bon, vas-y Michel. Notre association de sauvegarde des abeilles, donc, et autres pollinisateurs, a été créée en 2015 par 14 apiculteurs de la ville de Brec. Aujourd'hui, l'association est composée de 191 adhérents, 21 apiculteurs et 170 non-apiculteurs qui participent activement à son action. Donc on a une petite cotisation annuelle qui n'est pas dissuasive, puisque pour les apiculteurs, elle est de 10 € et pour les non-apiculteurs, 5 €. Mais ça permet de s'identifier à une association. Donc sur la commune, nous avons 42 ruchers et 262 ruches. 86% des apiculteurs donc, pratiquent une apiculture de loisirs et en moyenne 6 ruches. Donc la municipalité de Brec était aussi un partenaire déterminant et nous rapporte son soutien avec des moyens techniques et financiers. Alors le territoire où nous sommes, donc c'est l'association est implantée dans le territoire ACTA, Auray-Quiberon, Terre Atlantique. C'est une intercommunalité qui réunit 24 communes dans le sud Morbihan, qui est un département au sud de la Bretagne. Ce territoire est plutôt urbain, très touristique et comprend au nord un territoire agricole important. Donc la commune de Brec, voilà, constitue là, appartient à ce territoire. C'est une commune de 7000 habitants et d'une surface de 4086 hectares. Brec se situe au centre du territoire, à proximité de la ville d'Auray, entre Vannes et Lorient. Alors donc maintenant, on va voir les étapes de la mise en place du plan de lutte contre le frelon asiatique dans notre commune. Voilà, ça marche. Donc, première étape, sensibilisation et information du public. Deuxième étape, formation des habitants. Troisième étape, piégeage de printemps. Quatrième étape, destruction des nids primaires et secondaires. Alors, première étape, plusieurs
événements ont été organisés et sont utilisés pour communiquer sur le sujet. En 2016, c'est une conférence sur le thème qui a eu lieu avec une intervention de Gilles Lagneau. Cette même année, l'association a participé au commissaire agricole qui avait lieu sur la commune. Chaque année, nous sommes partenaires de la fête de l'abeille à l'écomusée de Saint-Dégand qui accueille 500 personnes. Un stand est consacré à la lutte contre le frelon asiatique. D'autres interventions ont lieu lors de la journée des plantes organisée par la ville de Brech, ainsi qu'un forum des associations. De plus, de nombreux articles sont diffusés dans la presse et sur le site internet de la ville de Brech. Un tract lutter contre le frelon asiatique, je vais vous le présenter. Voilà, qui est là. Est encarté tous les ans en début de campagne dans le magazine municipal de Brech pour toucher tous les habitants de la commune. Donc, ces documents de sensibilisation et de formation sont coproduits par l'association et la collectivité. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Donc, formation... J'appuie trop fort. Deuxième étape, donc formation des habitants. Chaque année, 2 à 3 demi-journées de fabrication et distribution des pièges sont organisées. Les habitants sont invités par la commune et l'association à venir retirer un piège gratuitement, financé par la commune et depuis 2021 par l'association. Le document Lutter contre le frelon asiatique est remis à chaque participant par un apiculteur et expliqué. Composition de l'appât, durée du piégeage, accompagné d'une fiche pour enregistrer les captures à renvoyer à la commune à la fin du piégeage de printemps. Nous insistons sur l'importance de mettre des pièges en place fin mars si les températures atteignent 15 degrés et de les retirer à la mi-mai pour ne pas capturer des insectes utiles. 5 à 6 apiculteurs sont présents et animent ces demi-journées. 200 personnes ont participé en moyenne chaque année, les 3 premières années, et en 2022, elles étaient une centaine. Alors, la troisième étape, c'est le piégeage de printemps qui, pour nous, est l'étape la plus importante. Attendez. Les piégeurs sont en majorité adhérents de l'association. Le recrutement s'est fait au départ début mars, lors des demi-journées de formation organisées. Un piège est remis à chaque participant. Une centaine de piégeurs participent chaque année et enregistrent leurs résultats de piégeage de printemps sur la fiche qui leur a été remise lors de la formation. Ils enregistrent leur capture tous les 10 jours. À la fin de la période de piégeage, un courrier co-signé par un adjoint à l'environnement et par le président de l'APSAP est expédié à toutes les personnes qui ont reçu un siège pour leur signifier d'arrêter le piégeage. Donc, comme vous le voyez, le piégeage est très encadré. Il commence fin mars et se termine 15 mai. Nous considérons qu'il est inutile de laisser les pièges en place après le 15 mai, car les fondatrices sont rentrées dans leur nid. Dans les faits, les piégeurs retirent leurs pièges entre le 15 et le 30 et le 20 mai à 80%. Et bon, il y en a quelques-uns qui tardent un peu, et il y a 20% qui les enlèvent ensuite. Alors, les pièges utilisés. Alors, c'est un peu long. Oui, vas-y, Michel. Oui, alors je vais vraiment accélérer là. Je suis presque au bout, il faudra parler des résultats quand même. Donc, les pièges utilisés. Le plus utilisé, c'est le piège Vetopharma, qui est très sélectif, mais très efficace et facile d'utilisation. Pendant la période de piégeage, nous piégeons majoritairement du frelon asiatique, mais il faut le dire aussi, un peu de frelon commun, des guêpes et des mouches. Voilà. Alors, nous considérons que l'impact sur l'entomofaune serait plus important s'il n'y avait pas de piégeage. Il faut comparer les insectes consommés par les nids non détruits aux insectes capturés par un piégeage de printemps de courte durée. L'avantage est nettement en faveur du piégeage de printemps encadré sur une courte durée avec des piégeurs formés. Les chercheurs estiment qu'une seule colonie de frelons consomme en moyenne 11 kg d'insectes en saison de mars à octobre.
Nous déconseillons le piégeage d'automne à la population. Seuls les apiculteurs piègent pendant cette période pour protéger leurs ruches. En cas d'attaque de frelons asiatiques. Moi, par exemple, j'ai 6 ruches. Actuellement, je n'ai aucune attaque, donc je ne piège pas, je ne mets pas de piège. Donc, les emplacements pour piégeage, au départ, nous avons commencé à piéger sur la base du volontariat. Nous avons constaté que toutes les zones urbanisées où le frelon asiatique était présent étaient couvertes. Nous ajustons le maillage chaque année d'une année sur l'autre en fonction de la présence des nids, qui est l'indicateur principal de la nécessité de piégeage. Alors, en moyenne, on a un piège tous les 350 mètres sur la commune. Voilà. Autrement, nous avons aussi des mesures pour favoriser les insectes volants. Nous préconisons chez nos adhérents la mise en place de pratiques pouvant favoriser leur développement, plantes mellifères, tontes tardives, création de haies, jardinage sans pesticides. En 2022, nous avons distribué gratuitement avec la commune des graines mellifères à semer dans les jardins, facélie, blé noir. Et nous encourageons également les agriculteurs à semer des plantes mellifères. Tous les habitants sont invités à rechercher les nids primaires et secondaires et la destruction fait l'objet d'une aide. En cas de découverte, ils sont invités à les signaler à la mairie qui contacte l'APSAP. Une procédure a été mise en place entre l'association et la mairie. Les apiculteurs de l'APSAP se chargent des nids facilement accessibles, moins de 5 mètres de hauteur. Pour les nids à plus de 5 mètres de hauteur, il est nécessaire de faire intervenir un professionnel agréé. Donc, il y a une liste qui est établie par la FDG 56. Donc, l'apiculteur se rend sur place, valide le nid de frelons et asiatiques à détruire et indique aux particuliers la procédure à suivre. Alors, les résultats... Michel, ouais, Oui. tu donnes vite les résultats parce qu'il n'y aura pas de questions autrement. Donne je vais surtout donner les l'impact résultats. positif qui est, parce qu'il y a vraiment un impact positif. Si tu Voilà. pourrais le donner rapidement. Voilà, donc j'y arrive. Donc c'est toute une organisation, vous l'avez compris, c'est toute une organisation qui est mise en place pour arriver à des résultats. Alors, il y a déjà un premier résultat. On donnera ensuite les résultats au niveau des nids. Alors, donc la commune de Brec, en 2016, a déboursé 1 050 € et en 2021, 170 €. Alors, vous voyez, donc compte tenu de cette organisation, au niveau économique pour les collectivités, c'est très intéressant. Alors, on va voir... alors oui, par comparaison, on a la commune d'Auray à côté, où il n'y a pas de piégeage, qui est un territoire 6 fois moins important que le nôtre, et ils ont un coût moyen de 4 500 € par an. Alors, oui. Alors, donc là, c'est le piégeage de printemps. Alors, vous voyez, de 2016... En 2016, nous avions piégé 3 653 fondatrices. Ensuite, vous voyez, 3 873 donc en 2021. En moyenne, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 90 piégeurs. Voilà. Et ce qu'on constate, c'est que chez nous, donc la date des premières captures, c'est début avril, en général fin mars. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas de piège avant. Alors, autrement... Hop, non, il y a encore un... Voilà. Non, c'est pas fini. Non, alors, il y a encore un diapo et c'est terminé. Michel. Alors, donc, ce qui est important sur les nids, alors vous voyez, les nids totaux, Voilà. Bon. Alors, non, mais l'essentiel est là, il faut qu'on y aille. Voilà, en 2016, les nids totaux étaient de 86.
En 2021, on est à 19. Alors avec une petite remontée en 2020. Ouais. Donc de 86 à 2021, on a divisé le nombre de nids totaux par 4. Ouais. En nids secondaires totaux, on était à 66 en 2016. Et on est arrivé à 11 en 2021. Donc on a divisé le nombre de nids secondaires par 6. Donc c'est pour ça que les coûts au niveau de la collectivité ne sont pas importants, puisqu'il n'y a pas beaucoup de nids secondaires à détruire. Enfin, dans les 11, je signale qu'il y a quand même 5 nids non découverts, quoi. Voilà. Et tous les nids primaires, jusqu'à 5 mètres, c'est les apiculteurs, disons, de la commune qui les détruisent. Voilà. Donc, merci Michel. Juste petite précision, il n'a pas dit, mais je me permets à mon niveau de le dire. Ce qu'ils ont réalisé là a été suivi pendant plusieurs années par l'ITSAP et le Muséum d'histoire naturelle. Les chiffres, ce n'est pas de l'invention. En gros, un secteur où il y a eu un piégeage avec un quadrillage mené et donc avec des personnes qui étaient, je dirais, dignes de foi, a montré qu'en gros, au moins, c'est divisé par 5 au bout de quelques années le nombre de nids de frelons, et aussi le budget des communes qui investissaient devient archi-ridicule après pour lutter contre le frelon. Voilà ce qu'il faut retenir, je pense, principalement dans l'intervention de Michel. J'espère que l'État français sera informé de ce qui s'est passé là aujourd'hui, parce que rapidement, il faut faire ce qu'ont fait les Italiens. Parce que sinon, dans 10 ans, Éric Darouzé, dont j'ai acheté le livre et qui me l'a déjà dédicacé, est un homme formidable, mais c'est super bien de faire des études comme tu fais, mais je pense que la rapidité des Italiens sur cette destruction est quand même intéressante, très intéressante. Voilà, merci à tous. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la manière de faire en France, pour vous, la recherche? Je voulais commenter. Je ne sais pas d'où vient la question. Là. Ouais, donc, OK. Ouais. Question qui a reçu des applaudissements dans la salle. Je ne suis pas persuadé que les Italiens détruisent plus de nids de frelons que nous. Je pense que c'est même loin d'être le cas. Je parle sous le contrôle de Marco, mais on a vu un exposé là où vous nous avez présenté ce qui se passait en 1956. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on a à Bordeaux, qui est un site traditionnel et dans toute cette région du Sud-Ouest. Je ne sais pas si Géraldine de l'association du pays de Fouesnant est dans la salle, elle avait dit qu'elle viendrait. Les chiffres qu'elle me communique en destruction de nids qui est bien organisée, enfin, c'est sans commune mesure est ce qu'on a vu, et je pense sans commune mesure est ce qui se fait en Italie aussi. Donc je veux dire, c'est très dur à chiffrer les destructions de nids en France parce que tout n'est pas répertorié, il y a des bénévoles, il y a des structures organisées, des assos, il y a le GDSA, les structures locales, on a parlé de la structure du Finistère, il y en a plein. Nous on a des assos municipales aussi. Voilà, moi je suis dans une petite asso qui fait 12 km², on a détruit 70 cette année, on n'a pas tout détruit. Donc je pense qu'on a des très bonnes efficacités de destruction de nids, donc je ne comprends pas trop votre propos, monsieur. Outre peut-être le dire qu'on est mauvais en France. Non, attendez, c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est l'idée. Il y a bien longtemps qu'on sait mettre une balise Argos sur un insecte pour faire des expériences en laboratoire, etc. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui ont travaillé sur les balises radioémettrices qu'on a mis au point il y a 4 ans, qui est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet de trouver à coup sûr le nid. On trouve 90% des nids quand... alors pourquoi on ne le fait pas alors? Les balises émettrices, et il y en a qui l'utilisent dans d'autres pays. Ça marche très bien. Après, il y a les moyens financiers qui sont derrière. Ah bah... Et je vais compléter ma question. Donc les moyens financiers, on sait tous que c'est de la faute de l'État français, etc. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que la localisation des nids n'est plus forcément un problème. Elle l'était il y a une dizaine d'années. Et d'ailleurs, j'étais un militant de la localisation des nids. Je trouve que maintenant, avec des gens qui sont bien formés, des observateurs qui sont bien formés, je reviens à l'assaut de destructeurs à laquelle je participe, nous, on fait l'observation visuelle et ça marche très bien. Et on trouve 70% des nids de nos zones, quoi. Oui. Alors, c'est très bien, Marco, c'est super ce qu'il a fait. Il y en a d'autres qui le font aussi. C'est du matériel qui est très coûteux.
Donc là, j'en reviens, on n'a pas pu se payer des balises émettrices parce qu'on n'a pas les financements, on ne pourra jamais se payer des radars Doppler. Enfin, il ne faut pas rêver. Denis, on va essayer de raccourcir sur cette question-là, parce qu'il n'y aura pas de deuxième question. Voilà. Oui, alors, juste, attends, je me permets juste de vous dire, tout dépend des finances qu'on met. Voilà. Moi, je peux vous dire, en tant que président national à l'époque où je l'étais, j'ai été voir le ministre de l'Agriculture qui s'appelait Monsieur Le Foll. J'ai rien contre Monsieur Le Foll, qui quelque part, à un moment donné, nous disait « Ne vous inquiétez pas, on va vous aider sur le sujet ». Quand je l'ai rencontré en aparté, il m'a dit « Soyez pas surpris. Vous avez vu, Monsieur Lagneau, le nombre de nids, je circule en France. Vous avez vu le nombre de nids qu'il y a? Mais vous êtes fous. On ne peut pas budgétiser quelque chose, mais c'est un gouffre à pognon. En gros, démerdez-vous. » Voilà, c'est un peu ça, pour faire simple. Donc, c'est vrai que derrière tout ça, moi je dis ce qu'il faut qu'on trouve, c'est une méthode simple, facile à mettre en œuvre et peu coûteuse. Et voilà. Donc, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais rajouter un point, parce qu'enfin, je t'ai cité. Je suis d'accord sur certains aspects qui ont été dits par les deux personnes qui ont discuté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la destruction des nids en France, je rebondis sur ce que disait Thierry, on sait le faire. Moi, aux alentours de Tours, rien que mon équipe, on détruit une centaine de colonies, ce qui n'est rien. À côté, vous avez les professionnels à 3D qui en détruisent aussi. Je peux vous donner, et chaque année, il y a toujours des colonies de frelons. Si je prends le département de la Manche, que je connais bien parce que j'ai des contacts et j'ai des collaborations avec eux, ils détruisent plusieurs milliers de colonies tous les ans. Il y a toujours des colonies. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que localiser un nid, on a des technologies qui permettent de le faire, qui sont plus ou moins onéreuses, c'est indéniable. C'est plus ou moins compliqué à mettre en œuvre, et une entreprise professionnelle, enfin une entreprise 3D ne va pas passer une demi-journée à chercher un nid ou 3 heures. Elle, c'est dans les 20 minutes. Donc c'est un peu plus compliqué. Et l'aspect, c'est qu'on peut détruire des colonies, on sait y arriver, mais c'est toujours le sommet émergé de l'iceberg. Donc qu'il y ait des études qui soient menées dessus, c'est extrêmement important. Mais il faut, à mon avis, et moi je joue plutôt dans l'autre domaine, il faut mener des études sur d'autres techniques. C'est-à-dire le piégeage, ça peut être aussi une technologie cheval de Troie avec un champignon entomopathogène ou n'importe quoi. Il faut jouer tout azimut. Et si on veut vraiment avoir un effet sur le frelon, c'est en jouant sur plusieurs techniques en parallèle. Une seule technique, ça ne marchera pas. Donc oui, Marco a fait un super boulot avec ça, Thierry aussi avec du radio tracking, mais il faut faire d'autres technologies aussi qui sont totalement différentes. Et c'est la combinaison de toutes ces approches qui nous permettra de contrôler l'espèce, à mon avis. Oui, donc... Tu voulais rajouter un petit mot, Marco? Je veux dire que nous avons eu la chance que nous avons eu le projet financé par l'Europe. Sinon, nous n'aurons pas eu la possibilité de travailler. Et il faut avoir des financements. Quand le projet il a terminé de travailler, les choses ils sont passées à les régions et les régions ils travaillent presque comme en France. Le problème c'est ça. Nous sommes partis avec le projet parce que le frelon asiatique il est arrivé en avant en France. Et nous avons commencé à se préoccuper de ça, à faire un projet, à préparer. Et quand il est arrivé, le projet il était presque là. Alors nous avons eu la possibilité de commencer tout de suite à lutter contre le frelon. Et ça c'est différent pour la France qui s'est trouvée une espèce invasive qui n'était pas prévue. Ils sont des choses différentes. Il y a beaucoup de collègues en France qui font de la recherche, mais ce n'est pas simple de trouver une solution simple et qu'il n'est pas très, très coûteux. Oui. Bon. Alors, Étienne Calais... Non, on va clore sur ce point-là, parce que je suis sûr qu'il y aura plein de frustrés. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, Étienne Calais, je voulais quand même rajouter, il existe un plan national de lutte contre le frelon asiatique qui a été fait par un groupe de travail que j'ai animé, qui est en place au niveau des GDS, au niveau de l'ITSAP, il est diffusé par la FRGDS. Donc ce plan existe, monsieur n'a pas l'air très au courant, je ne sais pas quelle est la presse qui le lit, mais ce plan, j'ai distribué tout à l'heure des feuilles sur le plan de piégeage de printemps. Donc l'organisation très bien faite par monsieur Porporato en Italie, on a la même en France. Et là, ce qu'on vient d'expliquer à Brèche, c'est comme ça qu'il faut commencer à travailler localement. Il faut arrêter d'accuser l'État en permanence. On est capable localement d'agir sans aller chercher de financement. Par contre, on aura besoin de financement peut-être au niveau régional et au niveau national pour organiser le tout.
Mais on peut, c'est vraiment la prise de conscience à chaque niveau, au niveau local, qui permet de lutter contre le frelon. Et vous l'avez dit, ça ressort de toutes vos discussions, c'est une lutte qui est complexe, qui est vraiment difficile. Et on voit que même dans le Morbihan, où vous faites ça depuis plusieurs années, on maintient un nombre de nids toujours équivalent d'une année sur l'autre. Donc on essaye d'enrayer le processus, mais c'est une lutte qui est très difficile contre une espèce envahissante. Mais on fait vraiment le nécessaire, je vous assure, et je vous donnerai les éléments pour vous informer, monsieur. Là-dessus, c'est un point que personnellement j'aborderai demain sur l'organisation, comment mettre en œuvre tout ça, parce que j'y ai contribué au départ. Donc on va passer à une autre question, s'il vous plaît. Oui, question plus technique. A-t-on une idée de la réduction effective de pression de prédation sur les nids devant les ruches, quand on arrive à détruire 80% des nids à un endroit donné? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup moins de frelons devant les ruches dans ces communes? Disons que l'étude a montré tout à l'heure que c'était en Italie, je pense, ou c'est toi, Denis, qui l'a montré, que quand on avait, je dirais, diminué un certain nombre de colonies de frelons, les ruches se portaient mieux, il y avait une courbe favorable pour le développement des colonies et que celles-ci passaient mieux l'hiver. Alors nous, on commence à regarder ça, mais à court terme, sur des fenêtres uniquement l'automne. Plus près de la bouche. Il y a une très jolie publication qui a été faite par nos collègues espagnols, Sandra Rojas, qui est sortie l'an dernier, où ils ont suivi pendant 2 ans, tant que je me souvienne, un certain nombre de ruchers équipés de harpes électriques et de harpes non électriques, et ils ont testé un certain nombre de choses. Donc ils voient les mêmes choses que nous, enfin comme ils ont fait ça avant nous, je devrais dire, c'est nous, on les a copiés, puis on voit les mêmes choses qu'eux, pardon. Mais c'est super, donc ça confirme. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé aussi le comportement global de la ruche, donc sa vigueur. Moi, ce que j'ai pas dit, c'est que nous, nos ruches, elles sont sur balance automatique, monitorées tous les jours, des OptiBee, donc on est capable de suivre la vigueur de la colonie, etc., etc. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est aussi, ils ont fait le comportement de ponte de la reine. Et ils ont montré que le comportement de ponte de la reine était nettement amélioré quand on équipait avec des harpes électriques. Et que ça se remettait à faire du couvain. Et ils en ont conclu que les ruches n'étaient plus sous stress. Et je suis 100% d'accord avec eux. Voilà. Oui. Ici. Oui, il y a quelqu'un qui parle, mais désolé, mais on n'entend pas ce que vous dites. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ici. Allô? Oui. Est-ce que certains d'entre vous ont remarqué la disparition quasi totale des frelons sur une bonne portion de territoire, ce qui est arrivé chez nous? Est-ce que ça a été vu ailleurs et est-ce que des études ont été faites là-dessus? Dans le Limousin. Pour ma part, moi, je n'ai jamais observé de disparition complète de la population. Oui. On a chaque année une évolution, si vous voulez, du nombre de colonies. On a parfois ce qu'on appelle classiquement des années avec frelons, des années sans frelons, idem pour les guêpes. Mais je n'ai jamais observé pour ma part, moi, de zones où il n'y a plus de frelons. Oui. Oui. Ah si, oui, Marco a raison, à Majorque. Sur l'île de Majorque, mais là, ils ont mis en place une lutte sur un milieu insulaire. Et effectivement, ils ont réussi à lutter au début de l'invasion, et ils ont réussi a priori, la stopper. Et oui, c'est compréhensible. À ma connaissance, ils n'ont plus de capture de frelons. Juste, je voulais réagir. C'est intéressant votre question. C'est pas pour faire de la pub pour la première diapo que je vous ai montrée. Allez lire le bouquin de Spratberry. Ne laissez jamais rentrer une fécondatrice de frelons, une vingtaine d'espèces, 25 sur la planète, fécondées. Donc les Américains, ils voient ça avec Vespa japonica, nous on a vu ça avec Velutina. C'est les stars au niveau efficacité de l'invasion des envahisseurs. On sait où ça mène. Voilà. Donc l'éradication n'est pas possible, il faut tous qu'on se sorte ça de la tête, c'est terminé, on a perdu la lutte. On ne va pas revenir, comme j'ai dit, pendant 10 ans on n'a rien fait, on s'est un peu regardé le nombril pendant 3-4 ans, avec des scientifiques qui donnaient des avis divergents, il y en a qui disaient qu'il ne faut pas lutter, d'autres il faut lutter. Ok, bon, on ne fait pas les malins. Sur le Covid, on a vu aussi des pièces de théâtre qui n'étaient pas forcément reluisantes. Ok, donc maintenant, il faut faire avec. Donc on commence à voir les abeilles qui commencent à élaborer des comportements de défense. On les voit tous. Moi, je suis hyper positif là-dessus. Je parlais de l'intoxication par les pesticides. Je pense qu'il faut parier là-dessus. Eric parlait tout à l'heure, donc ce qu'il fait, c'est super intéressant. On a parlé de... Tu as identifié des parasites aussi. Bon, tu n'es pas tombé sur des parasites hyper efficaces, mais il y en aura d'autres. Peut-être tu en trouveras d'autres, on en trouvera d'autres aussi, qui vont faire leur boulot de lutte biologique. Et la lutte biologique, ça va fonctionner. Oui. Le tout, c'est de soutenir l'apiculture
pendant la période d'une dizaine d'années. Denis, tu parles pas, tu mets pas le micro près de ta bouche, ils t'entendent pas. Voilà. Bon. Donc moi, mon message, c'est il faut soutenir les abeilles et essayer que les colonies passent l'hiver le mieux possible. Voilà. Alors, il n'y a pas que le frelon, hein, parce qu'ensuite, il y a le varroa qui s'y colle, il y a la fausse teigne, etc., sur les colonies qui sont affaiblies. Donc, que chacun fasse son boulot, entretienne bien ses colonies. Moi, je milite pour cette... Denis, plus près de la bouche. Pour la défense, justement, des ruches à l'automne, juste avant de passer l'hiver, parce que pour l'instant, on ne sait rien faire de mieux. Le piégeage des fondatrices, ok, mais moi, j'en fais, on en fait tous les jours. Excusez-moi, je coupe, je me permets de couper. Il y a énormément de questions. Oui, c'est ça, voilà. Et on n'arrive pas à avancer au niveau des questions. Voilà, allez, vas-y, donne la parole à la salle. Je tends le micro. Il y a déjà quelqu'un en bas. Oui. Oui, j'ai une question technique. J'ai lu le plan national de piégeage que vous avez diffusé, monsieur, et je m'interroge pourquoi il est limité au printemps, alors qu'actuellement je gère 200 pièges, je prends 15 frelons par piège par jour, c'est-à-dire 3000, et je vais continuer comme ça, et j'arrive à maintenir une activité de butinage de Vézécins hivernés. Pourquoi c'est limité au printemps seulement? Alors, je vais me permettre de répondre, peut-être ça, excusez-moi, c'est pas trop mon rôle, je suis un peu pour distribuer, mais on s'est quand même aperçu sérieusement ce qui a été fait à Brec, qui était suivi par le muséum, par l'ITSAP, etc., a montré qu'un piégeage, je dirais, bien mené, et moi-même je le pratique depuis des années, je vais vous dire égoïstement, le frelon, je m'en fous. Un bon piégeage au printemps, mené aux bons endroits où il faut et comme il faut, vous fait de terribles dégâts sur les fondatrices, vous avez très peu de nids qui existent après dans votre secteur. Je ne dis pas que le frelon, il y en a plus, il y en a, mais il ne stresse pas autant vos colonies, ça ne pose pas de problème. Mais il est difficile à mettre en œuvre, surtout si vous êtes dans un milieu urbain. Très difficile à mettre en œuvre. Là, il faut de la rigueur. Mais piège à la petite semaine n'est pas bon non plus. Et à l'automne, disons piéger tout le temps, on va se mettre à dos, et je comprends très bien, on va attraper énormément d'insectes non cibles qu'on ne souhaite pas. On ne va pas faire les dégâts que fait le frelon. Donc, si on capture un maximum au printemps de Rennes, on passe à travers, je dirais, on est beaucoup plus tranquille. S'il vous plaît, j'ai une question pour les scientifiques concernant le fipronil. Est-ce que vous avez entendu parler de la possibilité d'envoyer en retour des frelons que vous avez badigeonnés avec du fipronil et un peu de sucre et que vous ramenez dans les nids? Moi, j'ai constaté que ça marchait très très bien et puis que ça marchait très très bien. Alors effectivement, c'est la technologie dite de cheval de Troie. Oui, c'est un cheval C'est-à-dire vous faites entrer dans la colonie sans la localiser un pesticide dont le rôle va être de tuer les larves ou les congénères. Tout dépend parce qu'il y a deux, trois techniques. Bon, moi, à ma connaissance, en ayant discuté avec différentes personnes qui pratiquent ce genre de choses, certains disent qu'ils sont satisfaits, ça semble marcher, c'est-à-dire qu'en quelques jours, ils ont moins de prédation sur leur rucher, alors que d'autres, en faisant exactement la même chose, n'observent aucun effet en termes de prédation. C'est-à-dire qu'ils ne diminuent pas le niveau de prédation sur leur rucher. Mais après, pour l'instant, vous me corrigerez les gars, mais je ne connais pas d'études scientifiques qui montrent est-ce que cette technique marche ou ne marche pas, ceci dit. Et surtout, moi je m'interroge tout le temps, c'est de diffuser dans l'environnement un pesticide chimique, quels sont les risques collatéraux. Tout à fait, c'est pour ça que nous, on teste autre chose. Oui, on peut envisager plein de luttes chimiques contre le frelon, c'est pas simple quand même. Je rebondis sur ce qu'a dit Eric, j'adhère, tu as tout à fait raison dans ce que tu as dit. Je vais répondre pas de la même manière. Alors, le programme de recherche du fipronil, moi je suis de l'INRA. L'INRA, c'est le ministère de l'Agriculture, excusez-moi. On est labo référent frelon. Moi, j'ai refusé de participer à ce protocole pour des raisons éthiques. Oui. Le fipronil, bravo. Je continue. Bravo. Merci. Le fipronil est une molécule qui n'est pas homologuée pour cet usage et qui sera bientôt interdite en France. Je travaille en vignoble et je dirigeais à l'époque un labo de recherche sur la vigne, où on passe notre temps à inciter les viticulteurs à ne plus utiliser d'insecticides et à faire de l'agroécologie et du biocontrôle. Et moi, j'ai l'ISTAP très bien. Qui vient me voir et qui me dit on voudrait que l'INRA participe à ça. Mais j'ai dit vous êtes malade. Très bien. Voilà. Donc nous, je refuse ce genre de méthode. Et comme l'a dit Eric... Alors, non, mais d'ailleurs, j'avais une diapo, puis je ne l'ai pas présentée. Si je peux... j'aurais dû. Si on veut que les apiculteurs qui sont les défenseurs de l'environnement et qui ont cette image très positive, ils passent dans des émissions d'Élise Lucet où ils sont montrés parce qu'on a traité le miel avec du fipronil et des choses comme ça, et les effets sur la population humaine qu'on connaît, le fipronil est très toxique. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer à ça. Oui. Et comme l'a dit justement Eric, et j'insiste là-dessus, il n'y a aucune étude scientifique qui a montré que ça marche. Alors je sais que dans la salle, il y en a qui vont dire si, ça marche quand même, chacun pense ce qu'il veut.
Hein, et on ne va pas revenir sur le Covid, on a vu ce que ça donnait. Hein, faut mettre des masques, il ne faut pas en mettre. Je ne sais plus quelle molécule, soi-disant, détruisait le virus. Ce n'était pas vrai du tout, c'était n'importe quoi. Après, on a appris que les gens qui prenaient ça, finalement, ils avaient des intérêts financiers chez les fabricants de cette molécule. Donc, je crois qu'il faut vraiment arrêter avec ça. Voilà. Je crois que on ne va nulle part avec ce genre de technique. Denis, je crois qu'il faut faire clair. On est dans un état de droit. Il y a des règles. Je pense que vous avez su qu'à un moment donné, on est monté au créneau pour utiliser du soufre pour détruire du nid. Et je sais que dans la salle, il y a des personnes qui l'ont fait. On nous a interdit, et moi je me rappelle, au niveau du ministère, on m'a dit, vous n'avez pas d'AMM, vous ne pouvez pas utiliser le soufre pour détruire un nid de frelons. Illégal, vous êtes hors la loi. Ni pour la loc américaine. Le fipronil n'a pas d'AMM. Je peux vous dire que nous, au niveau de l'UNAF, on s'est quand même battu, comme le dit Denis, à juste titre. On s'est battu pour retirer les néonicotinoïdes. Vous savez les dégâts que ça pouvait occasionner. Moi, personnellement, je me verrais mal monter au créneau disant « Est-ce qu'on peut avoir une dérogation, nous, pour utiliser un produit similaire aux néonicotinoïdes ?» Je crois qu'on deviendrait la risée à ce moment-là. Là, les agriculteurs montraient au créneau, disaient « Nous, on redemande le néonique. » Donc, si on veut faire une méthode de lutte, et là, je pense que nous, on va la continuer là, pendant à peu près un mois pour soutenir nos ruches, je pense que... Je parle sous le contrôle de ma collègue qui est là. Je pense qu'on va enlever les bacs à eau pour justement que les abeilles puissent noyer dedans. Bon, alors entendons-nous. Je vous ai montré 2800 frelons. Je crois que la semaine d'après, on a dû en faire 2 fois plus. Enfin, bon, ça continue. On est sur ces niveaux de capture. Je veux dire, c'est des kilogrammes de frelons. Je veux dire, quand moi, je capture 3000 frelons et que je capture 500 abeilles avec le piège, je suis content. Perdez pas de vue quand même que le frelon qu'on capture, il est capable de revenir 6-7 fois par jour, quand les nids ne sont pas très loin, qu'à chaque fois, il va repartir avec une abeille. Donc 3000 frelons multipliés par 6, ça fait 18 000 abeilles qui sont disparues si vous ne le capturez pas. Donc moi, si je capture 500 abeilles, le coût-bénéfice, il est énorme. Coût-bénéfice, parlons des harpes. Oui, c'est cher. Moi, les harpes qu'on utilise, on se les est construites à 150 € pièce. Et sans forcer sur les prix, je veux dire, on a acheté sans négocier auprès des Espagnols les boîtiers. J'ai mon collègue là, de l'apiculture sartoise, là, je ne sais pas si était dans la salle, lui, il se met à en faire fabriquer par un lycée technique, visiblement, est capable de faire des prix plus faibles. Je pense qu'on peut facilement baisser le prix des harpes électriques en mettant des panneaux solaires, en n'achetant plus des batteries de voiture, etc. Nous, on a des batteries de voiture, on ne l'a pas fait à bon marché, hein, à faire du durable. Et à faire du piège à 100 €. Alors moi, si on est capable de faire un piège à 100 € qui aide mes ruches à passer l'hiver, et ben je dis c'est bingo. Pas la peine de chercher autre chose. Voilà. Et sachant quand même qu'on va priver de nourriture les nids de frelons qui sont à côté, et je vous garantis que les frelons qui sont là, ils ramènent plus de nourriture à leur nid. Alors nous, on le fait un peu tard. Donc les fondatrices, on va pas couper leur production. Mais l'an prochain, nous, on va le faire plus tôt. C'est-à-dire on va commencer ça début juillet. Oui, Denis, mais bon, sauf qu'au niveau de tes ruches, à l'automne, tu n'as généralement pas les fondatrices qui traînent par là. C'est pas trop leur secteur d'activité. Non, je parle des ouvrières qui oui, les ouvrières, mais les fondatrices, tu les verras pas. Les fondatrices de l'année prochaine. Juste, je me permets une petite remarque. C'est très bien ces propositions de pièges, et je sais que la harpe électrique, depuis longtemps, elle est efficace aussi. Mais sauf que là, on parle des apiculteurs, je dirais, possédant de une ruche à des centaines de ruches. Il y a du matériel qui est peut-être utilisable par certains apiculteurs, mais qui ne le sera pas à grande échelle sur le territoire. Il n'y a pas d'énergie électrique partout non plus. Donc, d'où aussi la difficulté de certains types de pièges, que je ne remets pas en question pour autant sur leur efficacité. Hein. Mais ça peut convenir à un certain pourcentage, mais ce n'est pas le piège qui passera partout encore, malheureusement. Si vous voulez, dans le piégeage, qui est énormément utilisé depuis la nuit des temps en agriculture, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la vigne, mais la vigne, 1900, quand il y a eu les très grosses attaques de papillons sur la vigne, dans tout le Bordelais, il y a des gens qui se sont amusés, avec les moyens humains qu'ils avaient, à mettre 35 000 pièges dans le Sauternais. Vous voyez ce que c'est, la région de Sauterne, c'est pas grand, hein, c'est 10 km sur 10 km, 35 000 pièges. Donc 35 000 pièges, ça veut dire compter le nombre de personnes qu'il faut pour accrocher ces pièges, pour les vider, pour les remplir. Ils savaient faire, nous, on ne sait plus faire ça. Voilà. Si on veut se mettre à continuer à faire du piégeage, il va falloir réfléchir autrement. Les réseaux de pièges, on a vu piège de fondatrice. Nous, c'est bon. À Bordeaux, ça fait depuis le début de l'invasion qu'on a frelons. Ça fait depuis le début de l'invasion que toute la cuve bordelaise finance des pièges à fondatrice. On en a mis dans tous les sens et les populations n'arrêtent pas d'augmenter. On peut toujours dire si on n'en mettait pas, ça serait pire. Ok, donc je suis d'accord, ça serait pire. Mais en tout cas, c'est moins pire que ça pourrait être. Micro, Denis. Il va falloir l'attacher. Hein. Mais on a quand même à peu près montré que sur ce genre de grand territoire, et je pense qu'en Bretagne, il doit y avoir à peu près les mêmes choses. Je pense qu'à Nice, ils ont constaté les mêmes choses, c'est qu'on n'arrive plus à juguler les populations avec ce genre de technique. Donc il faut faire autre chose. Les harpes électriques, tu parles des professionnels. Professionnels, c'est une autre problématique. Donc moi, j'en ai visité quand même quelques-uns.
Et donc, quand tu as des grosses concentrations de ruches, je parle sous le contrôle, peut-être qu'il y a des apiculteurs professionnels dans le coin. Je suis allé il n'y a pas très longtemps dans le pays niortais, là, chez un collègue dont la femme est à l'INRA et qui est apiculteur professionnel. Donc lui, il m'a montré 3 nids. Il avait un cheptel de 150 ruches. Et il y avait un flux de frelons qui partait de ces 3 nids, qui étaient à peu près côte à côte d'ailleurs. Et ben là, il suffit de mettre les harpes à différentes hauteurs. On n'a pas commencé à travailler là-dessus, sur le positionnement des harpes. Pour l'instant, on les met devant les ruches pour montrer que le concept marche. Donc l'étude que nous, on va faire l'année prochaine, c'est de les changer de position, de les mettre plus en l'air, de les mettre, en tout cas pas devant les ruches, en parallèle, et de les éloigner des ruches, mais surtout de les mettre sur les trajets des frelons. Les trajets des frelons, on les maîtrise tous. Et d'ailleurs, ce que fait Marco Porporato, c'est fort utile, parce que ça permet, avec ces systèmes de radar, de voir par quel endroit arrivent les frelons et par quel endroit ils repartent. Eh bien, il suffit, par exemple, de mettre des pylônes. On l'a fait. Par exemple, au Leroy Merlin de Bouliac, qui est un magasin Leroy Merlin, on a mis des ruches en démonstration, on met les harpes électriques sur des pylônes. Voilà. Et ça marche. Oui. Une autre question, s'il vous plaît. Vole les frelons. Une autre question, s'il vous plaît. Ah, la réglementation sur les... Je dirais qu'elle vous revient en règle générale. L'État, les communes interviennent sur le domaine public, ça ils sont obligés. Sur le terrain privé, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu votre pomme. Par contre, certaines communes, tout dépend des discussions qu'on peut avoir avec les élus, interviennent et financent la destruction à des niveaux jusqu'à 100%, à 50%, 15%, 20%. Mais on s'aperçoit quand même globalement qu'il y a des budgets parfois colossaux qui passent dans la destruction des nids. J'ai vu des communes débourser plus de 40 000 € pour détruire des nids et l'année d'après remettre la même chose. Là aussi, ça pose problème parce que 40 000 € par an sur une commune, on pourrait peut-être faire autre chose. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener, ne pas se fixer sur la destruction des nids principalement, mais faire en sorte qu'il y ait moins de nids et on aura moins de dépenses. Voilà. Et nos ruches seront plus tranquilles aussi. Ma question est concernant la consanguinité des... Pardon, la consanguinité, mais est-ce qu'il n'y arrive pas de nouveau des reines fondatrices par les conteneurs? Ah, ça pourrait arriver. Et donc de là, que ce soit au nord ou au sud, je pense que des reines fondatrices doivent de nouveau arriver. Donc la consanguinité, elle risque d'être difficile. C'est une bonne question. Effectivement, pour l'instant, d'après les données dont on dispose, on a eu un seul événement d'introduction. Donc, c'est-à-dire une reine qui est arrivée dans le sud-ouest. On ne sait pas plus. On ne sait pas s'il n'y a pas eu d'autres introductions. C'est tout à fait possible. Hein. Une est arrivée, d'autres peuvent arriver, mais il faut quand même des conditions particulières. Il faut qu'une fondatrice, une reproductrice, qui se soit accouplée, par exemple, en Chine ou dans la péninsule l'Indochine ou l'Indonésie ou des choses comme ça, arrive dans un conteneur. Donc, c'est-à-dire que pendant l'hiver, donc elle va dormir pendant le voyage, elle a son stock de spermatozoïdes et ensuite elle arrive en France ou en Europe et elle peut se réveiller au printemps, elle ne va pas mourir à cause d'un oiseau ou d'un apiculteur ou n'importe quoi, et elle va construire un nid. Donc il y a beaucoup de si qui s'enchaînent pour que ça marche. Alors c'est arrivé une fois, après on sait que c'est arrivé pour d'autres espèces, notamment mandarina ou sur le continent nord-américain. Sur plein d'endroits, on a des espèces introduites comme ça, donc on sait que ça peut arriver. Pour l'instant, on n'a pas de données. On a voulu étudier ça, mais ça n'a pas été financé, donc on ne l'a pas étudié. Alors quand même, donc il y a cette introduction par Mariangela Arca qui a fait un sampling entre 2005 et 2007. Donc elle, quand elle dit une seule introduction, c'est en 2007. C'est une photo en 2007. Donc en 2007, on a très peu de polymorphisme et tout provient d'une seule fondatrice. Mais il y a les collègues italiens de Marco, que tu connais bien, qui ont fait la même étude de génétique des populations, excuse-moi, j'ai oublié leur nom, qui ont fait un joli travail, qui ont pris le travail de Mariangela, sauf qu'eux, ils ont samplé, excusez-moi, c'est pas du snobisme, c'est en anglais, ils ont échantillonné, Plus près de la bouche, hein, s'il te plaît. Les frelons, et ils ont confirmé qu'il y avait, donc ils l'ont publié en 2012, Marco, si je dis vrai, donc en 2012, sur les échantillons italiens, il n'y avait toujours que la seule introduction qu'avait vue Mariangela Arca. C'est-à-dire en 2012, il n'y avait toujours qu'une introduction. Ça ne dit pas s'il n'en est pas rentré d'autres depuis. Voilà. Mais Eric a complètement raison, c'est tellement improbable ce qui s'est passé. Et les invasions biologiques, c'est toujours improbable. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les bonnes personnes qui transportent... Alors, quand je dis bonnes, c'est les mauvaises personnes qui transportent les mauvais paquets au mauvais endroit. Voilà. Oui, souvent, c'est pas de chance.
Et souvent, si la bestiole introduite, elle se fait bouffer par un oiseau qui passe, je veux dire, les fondatrices, quand même, on en tue autour de bras, tous les gens qui piègent. Imaginez que la fondatrice qui est rentrée à Villeneuve-sur-Lot, quelqu'un l'ait piégée, par hasard, Oui. ou qu'un oiseau l'ait bouffé en vol, c'était terminé, on ne serait pas là aujourd'hui. Denis, je crois qu'on va donner. Mais là-dessus, sur ce sujet-là, je crois que malheureusement, les invasions sont toujours possibles. On a vu l'arrivée de fourmis par des pots de fleurs, des containers. On a vu l'arrivée de la mouche Suzuki ou je ne sais plus trop quoi qui va pondre sur les fruits rouges. On a vu la mouche du poireau. On en voit plein de petites bestioles qui nous arrivent. Le transport va très vite, les containers vont très vite. Il y a des flux énormes. On n'est pas à l'abri du tout. A-t-il une autre question? Ah, on nous a dit que c'était fini. Bon, alors juste un petit mot de la fin. Je pense que déjà pour savoir, on a le collègue quand même italien là. Moi, j'aurais aimé savoir si vous, chez vous en Italie, avec les mesures, ce que vous avez mis en œuvre, hautement financières, hautement aidées, est-ce que vous ressentez un plus une amélioration? Je me permets quand même de déborder sur le temps. Oui, non, en Italie, en ce moment, l'espèce Vespa velutina, c'est une espèce invasive et le gouvernement il doit mettre à point des mesures de contraste contre cette espèce. Mais ils ont dit que le problème il devra être utilisé par les régions et sans donner d'argent pour faire la lutte. Alors, je pense qu'en Italie et en France, en ce moment, nous sommes dans la même situation et il faudra voir quelle sera comment on dit, la technique de lutte qui sera adoptée par les différentes régions. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est toujours à patauger un peu sur le sujet, mais je peux vous dire qu'en Italie, donc, ils déploient l'énergie. Je sais que dans certaines régions, vous les avez calmés sérieusement, pour avoir suivi aussi ça. En Espagne, j'y suis allé 2 fois pour des conférences sur le frelon, bref, etc. Ils se sont investis, ils ont mis de l'argent, c'est vrai, au départ. Ils ont descendu un niveau en dessous en passant par les régions, en mettant des groupes pilotes pour piéger avec des référents, pas faire n'importe quoi. Et il y a 2 ans de ça, j'avais appelé mon collègue en Espagne en lui demandant où est-ce que vous en êtes. Je lui expliquais nos résultats où, en mettant quand même du piégeage rigoureux, sérieux, on baissait le nombre de fondatrices, le nombre de nids. Il m'a dit, vous êtes des petits joueurs, ils étaient bien meilleurs que nous. Mais ils avaient mis un réseau vraiment sérieux et très serré. Bon, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je crois qu'il faut se prendre par la main et se bouger. Bon, je crois que je vais remercier nos différents intervenants. Je vous remercie aussi de votre sagesse, parce que c'est un sujet, je sais, très prenant, très agaçant pour certains, pas simple. On en reparlera demain pour ceux qui seront présents.